Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter différents produits financiers et les classifier en fonction de leur niveau de risque. Comme ça, vous pourrez savoir quel produit correspond à votre profil d'investisseur. Donc, les différentes catégories de risques de produits que je vais présenter sont les produits à revenu fixe, les produits à faible risque, les produits risqués et les produits sophistiqués. Allons-y. Je vais présenter deux produits à revenu fixe parmi les plus connus, les certificats de dépôt et les obligations. Un certificat de dépôt, c'est un produit financier qui est émis par votre banque, qui consiste en fait à placer une somme d'argent pendant une courte durée sans pouvoir y accéder en échange d'un taux d'intérêt plus élevé que la normale. Donc en fait, vous placez une somme d'argent qui peut aller pour une période de 1 jour à 2 ans et en échange, la banque vous donne un taux d'intérêt plus élevé qu'un compte épargne classique. Un certificat de dépôt est un produit financier à très faible risque puisque vous percevez un taux d'intérêt négocié à l'avance et qu'il n'y aura aucune volatilité sur cet actif. Le seul bémol, c'est qu'en France, pour obtenir un certificat de dépôt, il faut faire un placement très significatif, c'est-à-dire qu'il faut placer au minimum 150 000 € pour obtenir ce certificat de dépôt. Il faut que la Banque de France approuve l'émission du certificat de dépôt par votre banque. Donc en France, c'est un produit qui est vraiment réservé aux institutions spécialisées ainsi qu'aux individus avec vraiment une très forte épargne. Tandis qu'aux États-Unis, vous pouvez obtenir un certificat de dépôt en faisant un dépôt de 1 000 €. Voilà, à partir de 1 000 $, vous pouvez obtenir un certificat de dépôt et c'est vraiment quelque chose, c'est un produit qui est très courant, très accessible au commun des mortels, alors qu'en France, c'est vraiment plus pour les investisseurs un peu plus sophistiqués. Pourquoi acheter un certificat de dépôt? Il y a plusieurs raisons pour cela. La première, c'est que ça peut être une façon de se protéger contre l'inflation. Donc si vous savez que vous voulez placer une somme d'argent pour une courte période et que vous ne souhaitez pas le garder sur un compte épargne où il va végéter et perdre de sa valeur à cause de l'inflation, vous achetez un certificat de dépôt et le taux d'intérêt que vous percevez vous permet justement de vous protéger contre la dépréciation de votre capital due à l'inflation. Une autre raison pourquoi les gens achètent des certificats de dépôt, c'est également pour se protéger contre la volatilité des marchés financiers. Donc, puisque parfois les marchés financiers ont des années où en fait les rendements sont négatifs, c'est ce qu'on appelle les bear markets, où le marché est baissier, il y a des gens qui vont préférer placer leur argent dans un produit un peu plus sécurisé tel qu'un certificat de dépôt en attendant que les conditions du marché s'améliorent et qu'ils puissent réinjecter leurs fonds. Donc, puisque les certificats de dépôt en fait, sont des placements à très courte durée, ils vont garder leur argent avec ce certificat de dépôt pendant peut-être 6 mois, 1 an ou 1 an et demi. Une fois que les conditions du marché sont plus favorables, ils vont réinjecter leur argent dans le marché financier. Donc, ça peut être aussi un moyen de faire fructifier votre épargne à court terme. Donc, le troisième scénario de pourquoi un certificat de dépôt peut être important, c'est que si vous avez une somme d'argent que vous savez que vous allez l'utiliser pour effectuer un achat important dans une courte période, encore une fois dans une fenêtre de moins de 2 ans, mais plutôt que garder cet argent sur un compte épargne ou l'investir dans un actif que vous serez déçu de vendre avant que vous obteniez le rendement nécessaire ou que vous voulez vous protéger contre éventuellement un retour négatif de votre investissement boursier, vous prenez un certificat de dépôt, vous le gardez à la banque pendant la courte période que vous voulez et ensuite, lorsque vous avez besoin de cet argent, vous récoltez un petit taux d'intérêt et cela vous permet de réaliser votre projet. Donc, les certificats de dépôt, en France, ce sont des produits qui sont réservés à une classe d'investisseurs, on va dire, qui ont des revenus beaucoup plus élevés que la moyenne et à des institutions spécialisées, tandis qu'aux États-Unis, c'est un produit qui est beaucoup plus accessible au plus grand nombre. Le deuxième produit à revenu fixe que je vais présenter s'appelle les obligations. Donc, la plupart des gens ont déjà entendu parler de ce terme, des obligations, mais qu'est-ce que c'est réellement? Une obligation, c'est simplement un instrument de dette qui consiste pour la personne qui vend l'obligation, c'est la personne qui cherche en fait à obtenir un prêt. Donc, c'est-à-dire il va vendre l'obligation et la personne qui achète l'obligation, c'est le créancier. Donc, celui qui émet l'obligation est le débiteur, celui qui achète l'obligation est le créancier. Il existe deux types d'obligations principales, les obligations d'État et les obligations d'entreprise. Donc, une obligation d'État est un moyen pour un gouvernement d'obtenir des fonds sans passer par l'impôt. Les obligations d'État sont des instruments qui sont très anciens puisque ça remonte carrément à la Renaissance. Donc, le roi Henri II, par exemple, en 1555, avait émis pour 2 millions d'écus ou de francs, je ne sais plus quelle est la monnaie à l'époque, je crois 2 millions d'écus d'obligations pour un taux d'intérêt de 16%. Donc, tous les citoyens, tous les investisseurs du royaume à l'époque pouvaient acheter quelques obligations d'État et percevoir un taux d'intérêt. L'obligation courait sur une période de plus de 10 ans, il me semble. Et donc, en fait, ce qui se passe quand vous achetez une obligation, imaginons que vous achetez une obligation à 10 ans avec un taux d'intérêt de 3%. Tous les ans, vous percevrez un taux d'intérêt de 3% et au bout de 10 ans, l'État vous remboursera votre principal et votre taux d'intérêt. Donc, en fait, c'est tout simplement ça. Une obligation, c'est simplement une créance
c'est comme si vous prêtiez de l'argent à votre gouvernement. Les obligations les plus connues sont bien évidemment les obligations du Trésor américain, donc le gouvernement des États-Unis. Pourquoi est-ce que ce sont les obligations les plus connues? Tout simplement parce que les États-Unis, en étant la première puissance mondiale, tout le monde a confiance en la capacité de l'État américain de vous rembourser vos obligations une fois qu'on arrive à la date de maturité de l'obligation. La date de maturité, c'est la date de fin de l'obligation. Donc si vous avez un coupon sur 10 ans que vous achetez en 2020, la date de maturité sera 2030. Et le taux d'intérêt que vous percevez tous les ans s'appelle donc le coupon. Donc tous les ans, vous avez un coupon de 3%. Donc bien évidemment, si vous achetez une obligation d'un État qui est beaucoup plus instable que l'État américain, donc on peut prendre par exemple l'obligation d'un État comme le Brésil, où l'économie est en dents de scie et il y a beaucoup de crises économiques, une économie qui n'est pas très stable, le taux d'intérêt pour votre obligation sera plus près des 7%, tandis que l'obligation de l'État américain sera moins d'1%. Donc c'est ce qui m'amène au point que pourquoi les obligations en fait perdent-elles un peu d'intérêt ces derniers temps? Parce qu'avec les politiques de taux d'intérêt très faibles, eh bien, les obligations n'ont pratiquement plus aucun rendement. Donc la seule obligation américaine qui a un taux d'intérêt supérieur à 1%, c'est l'obligation, il me semble, sur 30 ans qui a un taux d'intérêt d'1,5%. C'est-à-dire que vous toucherez 1,5% d'intérêt chaque année pendant 30 ans et au bout de la 30e année, on vous rend votre principal. Et donc en fait, le taux d'intérêt de moins de 2%, pour la majorité des investisseurs, ce n'est pas très intéressant parce qu'en fait, c'est égal ou inférieur au taux d'inflation annuel. Donc en fait, votre argent ne fructifie pas vraiment avec une obligation. C'est vraiment un instrument très défensif, très conservateur. Donc historiquement, c'est des produits financiers qui étaient très particulièrement aimés par les retraités puisque le retraité pouvait acheter des obligations et percevoir un revenu fixe qui n'est sujet en fait à aucune volatilité du marché. C'est un taux d'intérêt qui est négocié à l'avance. Donc il sait que pendant 10, 15 ou 20 ans, il va toucher un certain pourcentage tous les ans. Et donc, bien évidemment, il y a 15-20 ans, le taux d'intérêt était beaucoup plus élevé qu'il ne l'était maintenant. Donc, il était intéressant d'acheter des obligations. Tandis qu'aujourd'hui, si on regarde par exemple les taux des obligations d'État américains, tous les taux sont en dessous de 1%, sauf l'obligation à plus de 30 ans. Donc, en réalité, il y a très peu d'intérêt à acheter des obligations aujourd'hui. C'est encore pire dans les pays d'Europe. Par exemple, les taux allemands sont tous négatifs. Tous les taux des obligations de l'État allemand sont négatifs. Et en France également, tous les taux des obligations sont négatifs, sauf les taux sur 20 ou 30 ans, où là où vous avez la chance, je crois sur l'obligation à 30 ans, vous pouvez toucher 0,3% d'intérêt par an. Donc autant dire qu'il n'y a quasiment aucun intérêt à acheter ce produit financier-là. Donc les obligations, historiquement, pourquoi les gens continuent d'acheter des obligations? Eh bien, il y a quand même plusieurs raisons. Premièrement, c'est aussi un moyen, relativement parlant, de contrebalancer les risques des marchés financiers. Puisque par exemple, si le marché, pendant une année, il baisse de 5%, mais que votre obligation elle vous donne 0,5% d'intérêt, vous êtes quand même en fait gagnant. Donc il y a des gens qui aiment quand même acheter des obligations même s'il y a des taux d'intérêt très faibles puisque ça peut être une petite partie de leur portefeuille qui les protège au cas où le marché financier connaît une phase baissière. Ensuite, il y a des institutions financières qui, elles, sont qu'on appelle des hedge funds ou des grosses banques d'investissement qui, elles, en fait, ont des pourcentages d'allocation d'actifs différents qui se fixent à l'avance. Donc, ils se disent que dans leur portefeuille, ils veulent toujours avoir 10% d'obligations. Donc, même si les taux sont très faibles ou négatifs, ils vont quand même en acheter, histoire un peu de diversifier le portefeuille d'investissement de la banque ou de leurs clients. Donc, c'est pour ça que les obligations restent quand même assez populaires, on va dire, puisque c'est un moyen quand même de contrecarrer les risques qu'il y a de volatilité du marché financier. Le deuxième type d'obligation que je vais présenter, ce sont les obligations d'entreprise. Donc une obligation d'entreprise, c'est un moyen pour l'entreprise de générer des fonds sans avoir à émettre de nouvelles actions sur le marché, ce qui a pour conséquence de diluer l'actionnariat existant. Donc il y a des entreprises qui vont émettre, tout comme un État, des bons, des obligations avec un taux d'intérêt et les investisseurs vont donc acheter ces bons et percevoir un intérêt tous les ans jusqu'à la date de maturité de l'obligation. Donc rappelons-nous toujours que ce soit des obligations d'État ou des obligations d'entreprise, le taux d'intérêt que vous percevez est proportionnel à la part de risque qu'il y a à acheter cette obligation. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie en fait que tous les États et toutes les entreprises n'ont pas la même capacité de remboursement ou tout le monde n'a pas la même confiance en ces différents acteurs de rembourser leurs prêts de manière égale. On va prendre deux exemples d'entreprises pour vous montrer un peu à quel point les politiques de taux d'intérêt peuvent être différentes en fonction de la perception qu'ont les investisseurs de justement la solvabilité et la fiabilité des entreprises. Le premier exemple qu'on va prendre, c'est l'entreprise Apple, qui est une des entreprises les plus grosses au monde. Je crois que c'est celle qui a probablement la plus grosse capitalisation boursière au monde. C'est une entreprise qui génère beaucoup d'argent,
qui vend des produits qui sont très populaires, c'est une compagnie qui innove, qui a des très grosses marges. Donc en fait, c'est un leader du marché dans lequel il opère, donc du marché des smartphones et des services via l'App Store. En fait, c'était quand même une énorme firme transnationale qui est une machine à générer de l'argent et à rendre de l'argent de manière fiable à ses investisseurs, que ce soit via des dividendes ou en remboursement justement ses obligations. Donc une obligation d'Apple qui arrive à maturité en 2027 a un taux d'intérêt de 3%. C'est-à-dire que vous toucherez 3% par an jusqu'à la date de maturité de cette obligation et ensuite Apple vous rendra votre principal. Donc 3%, comme vous voyez, c'est déjà 3 fois plus, même plus que 3 fois plus qu'une obligation de l'État américain. Et voilà, c'est une entreprise privée qui cherche à générer des fonds de cette manière-là. Donc c'est un taux d'intérêt qui est assez bas, tout simplement parce que Apple est une compagnie très fiable qui a pratiquement zéro risque de faire faillite dans un avenir proche. Prenons un autre exemple, la compagnie Carnival Cruise. Donc comme vous savez, le secteur des croisières est actuellement traverse une crise grave puisqu'avec le coronavirus, ils ont été obligés de cesser toutes leurs opérations. Donc ils ont des navires qui sont à port, ils n'ont aucun client et ils ont des dépenses mensuelles qui sont absolument faramineuses pour entretenir tout ce parc de bateaux de croisière et donc ils perdent énormément d'argent. Et donc qu'est-ce qu'ils ont fait au mois d'avril, au mois de mai, quand ils ont vu que l'État américain ne leur donnerait pas d'argent pour les bail-out, parce que justement ce sont des compagnies qui sont basées offshore et qui ne payent pas d'impôts aux États-Unis, les hommes politiques américains, donc en fait ceux qui sont au Parlement, n'ont pas souhaité donner d'argent à ces compagnies-là. Donc elles ont été obligées de faire des levées de fonds sur le marché des obligations. Et donc Carnival Cruise avait émis pour plus de 2 milliards de dollars d'obligations avec un taux d'intérêt de 11,5%. Donc c'est-à-dire que vous percevrez 11,5% de taux d'intérêt par an jusqu'à la date de maturité de l'obligation. Et ce taux d'intérêt élevé s'explique par le fait qu'il y a beaucoup d'incertitudes autour de l'avenir de cette compagnie et on ne sait pas si un jour elle fera faillite, tout simplement parce que quand est-ce que les opérations vont reprendre, est-ce qu'ils vont générer assez d'argent pour pouvoir rembourser leurs dettes et même devenir rentables. Et donc en fait, toutes ces incertitudes font que les investisseurs demandent un taux d'intérêt très élevé pour investir dans ces obligations-là. Donc gardez simplement à l'esprit lorsqu'il en vient aux obligations qu'un taux d'intérêt plus élevé est certes beaucoup plus attrayant qu'un taux d'intérêt faible, mais en fait il est proportionnel au risque de ne pas pouvoir se faire rembourser par la compagnie ou l'État qui émet cette obligation-là. Donc dans le cas des compagnies de croisière, certes 11,5% c'est un taux d'intérêt très alléchant, mais le risque est bel et bien réel et vous n'avez aucune certitude de vous faire rembourser votre principal quand l'obligation arrive à maturité, si l'entreprise par exemple fait faillite. Donc c'est une position très incertaine et donc il faut simplement se rappeler qu'un taux d'intérêt élevé est proportionnel au risque de l'obligation qu'il y a derrière. Donc c'est à vous de bien connaître votre tolérance au risque afin de savoir dans quel type d'obligation vous souhaitez investir. Maintenant que nous avons présenté les actifs à revenus fixes, il est temps de présenter les actifs à faible risque. Il y a donc 3 types d'actifs à faible risque que je vais présenter aujourd'hui. Les ETF, les actions aux dividendes aristocrates ou dividend kings et les actions blue chip. Un ETF, c'est un panier d'actions qui cherche à reproduire la performance d'un indice donné. Les ETF les plus connus, ce sont donc les ETF qui traquent les performances des grandes places boursières tels que le S&P 500 ou le CAC 40. Ces ETF sont très populaires parce que sur le très long terme, ils génèrent des rendements annuels moyens de l'ordre de 7 à 10%. Donc j'ai déjà fait une vidéo, en fait la première vidéo de cette chaîne, je présentais les ETF et l'intérêt d'y investir. Donc vous pouvez voir dans la description de cette vidéo, j'ai mis le lien qui renvoie vers cette vidéo qui vous permettra de consulter en détail pourquoi justement investir dans les ETF est un levier puissant de création de richesse. Donc je ne vais pas trop m'étaler dans cette vidéo sur pourquoi les ETF sont un bon investissement. Je vous laisse vous référer à cette vidéo également et à l'article sur mon blog qui en parle. Mais sachez une simple chose, c'est que ces ETF qui traquent les performances des grandes places boursières, ils augmentent au fil du temps. Comment expliquer la constante augmentation du cours de ces ETF qui traquent les grandes places boursières? Eh bien, tout simplement parce que l'économie mondiale et l'économie américaine continuent de croître. Donc il y a plusieurs raisons qui expliquent pourquoi l'économie mondiale continue de croître. D'une part, il y a l'accroissement continu de la population. Et de l'autre côté, il y a le progrès technique et l'innovation qui, elle aussi, qui stimulent l'économie en ayant des moyens de production toujours plus efficaces. On augmente la productivité, on invente de nouveaux produits, on cherche de nouvelles sources de croissance. Donc en fait, ce sont ces deux facteurs-là qui expliquent en grande partie pourquoi l'économie mondiale est si dynamique et continue de croître malgré le fait que nous sommes déjà arrivés à un niveau de création de richesse assez impressionnant. Donc c'est pourquoi investir dans des ETF, c'est une très bonne stratégie pour ceux qui souhaitent investir dans un produit à faible risque. Donc encore une fois, je vous laisse vous référer à la vidéo et à l'article que j'ai déjà produit pour cette chaîne. Le deuxième actif à faible risque que je souhaite vous présenter, ce sont les actions qu'on appelle Dividend Aristocrats ou Dividend Kings.
Un dividende est le versement d'une part des bénéfices d'une entreprise envers ses actionnaires. Donc il y a des entreprises qui génèrent beaucoup de bénéfices et qui souhaitent en fait en redistribuer une partie à leurs actionnaires. Donc c'est ce qu'on appelle des actions à dividendes. Donc il en existe beaucoup, il y a énormément d'entreprises qui versent des dividendes. Toutefois, toutes les entreprises qui versent des dividendes ne sont pas créées de manière égale. En effet, il y a certaines entreprises qui, elles, augmentent leurs dividendes de façon continue et régulière depuis plus de 25 ans. Donc, c'est ce qu'on appelle les dividend aristocrats. Donc, un dividend aristocrate ou un aristocrate des dividendes, c'est une compagnie qui a augmenté son dividende au moins une fois par an au cours des 25 dernières années consécutives. Donc, c'est-à-dire c'est une entreprise qui tous les ans vous verse le dividende. Donc, un dividende généralement est versé 4 fois par an, une fois par trimestre. Et cette entreprise, au moins une fois par an, va augmenter le dividende. Et donc, il y a des compagnies qui font partie donc, de cet index qu'on appelle les aristocrates de dividendes. Ce sont des compagnies très matures, très connues, qui génèrent énormément d'argent, ont des business models très solides et qui versent des dividendes régulièrement. Donc une compagnie comme Coca-Cola, c'est une compagnie qui verse des dividendes depuis plus de 50 ans. Donc elle est dans la catégorie des dividend kings ou des rois des dividendes puisqu'elle a augmenté son dividende au moins une fois par an au cours des 50 dernières années consécutives, ce qui est quelque chose d'absolument extraordinaire. Et c'est une compagnie qui justement donc est très solide. C'est une compagnie qui présente peu de risques en termes de business model, c'est-à-dire Coca-Cola ne va pas faire faillite du jour au lendemain. Le Coca, c'est une des marques les plus connues au monde, une des boissons les plus consommées. Et cela va continuer. C'est une compagnie très diversifiée qui continue à innover, à se diversifier, à se réinventer pour justement rester un leader. Donc c'est une compagnie qui ne fera certainement pas faillite et c'est une compagnie qui vous assure des rendements qui seront donc pas forcément des rendements extrêmement importants, mais des rendements très sûrs avec un dividende assuré. D'autres entreprises qui ont augmenté leurs dividendes au moins une fois par an depuis les 25 dernières années, on retrouve des entreprises comme Walmart, AT&T ou encore ExxonMobil. Donc comme vous avez peut-être entendu parler de ces compagnies, ce sont toutes des compagnies qui sont leaders dans leur secteur et qui génèrent des milliards de chiffres d'affaires par an, qui ont d'énormes bénéfices et qui donc versent une partie de ces bénéfices à leurs actionnaires tous les ans. Il existe aussi des compagnies qui ont augmenté leurs dividendes au moins une fois par an depuis les 50 dernières années, comme par exemple Procter & Gamble, Coca-Cola qu'on a déjà mentionné, American States Water ou encore une compagnie comme 3M. Donc vous avez certainement entendu parler de certaines de ces compagnies, peut-être pas toutes, mais ces compagnies-là sont encore une fois d'énormes compagnies qui génèrent beaucoup d'argent, qui ont des business models très solides et qui ne feront pas faillite du jour au lendemain. Donc ce sont des entreprises sûres dans lesquelles vous pouvez en toute confiance, investir une partie de votre portefeuille. Mais gardez à l'esprit quand même que ces dividend aristocrates et que ces dividend kings offrent des rendements relativement faibles par rapport au prix de ces actions-là. C'est-à-dire que certaines de ces compagnies vous verseront des dividendes qui auront un rendement seulement de 1% par an et d'autres, on va dire à l'échelle haute de la fourchette de rendement, auront des rendements de 3-4%. Donc, toutes choses considérées, ce sont des taux d'intérêt assez faibles, mais en fait, c'est le prix que vous payez en échange d'avoir la sécurité d'un dividende quasiment assuré. Donc, bien évidemment, vous pouvez aller vous tourner vers des compagnies qui vous offriront des rendements supérieurs de l'ordre de 7 ou 10%. Il y a même des entreprises qui ont des rendements des fois de 15%. Mais encore une fois, ce rendement vient à un prix, le prix que ces entreprises sont beaucoup moins stables et qu'elles dépendent beaucoup du contexte économique pour générer des profits et que si quelque chose se passe mal, mais il se peut que le dividende soit coupé, que beaucoup d'actionnaires vendent en fait leurs actions par panique et par dépit de ne plus toucher le dividende, le cours va baisser et vous perdrez beaucoup d'argent. Encore une fois, on en revient toujours à cette question de la tolérance au risque. Quelle part de risque êtes-vous prêt à prendre avec votre capital? Et il faut toujours garder ça à l'esprit, qu'un rendement de 10 ou 15% est élevé pour une raison, et cette raison, c'est le risque. Alors que les dividendes aristocrates, oui, certes, ce ne sont pas des investissements qui seront très excitants, c'est comme ça sur le papier, voilà, un dividende de 2% et demi par an, vous n'allez pas devenir riche du jour au lendemain, mais au fil des années, en réinvestissant ces dividendes, c'est un concept sur lequel je ferai une vidéo prochainement, en réinvestissant régulièrement ces dividendes, vous pourrez à long terme générer un patrimoine intéressant. Donc gardez toujours à l'esprit qu'il y a toujours un calcul du risque à prendre en compte, mais qu'en général, les investissements les plus sûrs sont ceux qui offrent les rendements les plus faibles, mais ces rendements faibles sont contrebalancés par le fait que ce sont des rendements assez sûrs. Donc gardez toujours cela à l'esprit. Enfin, le troisième produit à faible risque que je vais vous présenter, ce sont les actions blue chip. Donc les actions blue chip sont en réalité assez similaires aux aristocrates des dividendes et aux rois des dividendes, sauf que toutes les actions blue chip ne payent pas forcément de dividendes. Donc les actions blue chip sont des très très grosses compagnies qui sont également leaders dans leur domaine, qui génèrent énormément d'argent. Ce sont des compagnies qui sont encore pour la plupart du temps en croissance, mais la seule différence avec les dividendes d'aristocrates, c'est qu'elles ne payent pas de dividendes. Donc il y a des dividendes d'aristocrates qui font partie des blue chips, mais tous les blue chips ne sont pas des dividendes d'aristocrates. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, Apple
et Amazon sont deux compagnies qui sont encore en croissance, mais qui sont tellement dominantes dans leur domaine qu'on peut les considérer comme des compagnies blue chip. Sauf que Apple paye des dividendes depuis seulement, on va dire, une dizaine d'années. Donc bien qu'ils augmentent le dividende tous les ans de manière régulière, ils sont encore en dessous de la barre des 25 ans d'augmentation consécutive de dividendes. Donc ils ne sont pas encore des dividendes aristocrates. Et Amazon, elle, ne paye aucun dividende. Donc en fait, il n'est même pas du tout dans une catégorie d'entreprises à dividendes. Mais toutefois, ce sont des entreprises qui ont connu une énorme phase de croissance au cours des 10 dernières années et qui ont généré beaucoup de retours sur investissement pour les gens qui ont acheté ces actions-là. Donc il y a d'autres actions blue chip comme IBM ou Microsoft ou Nvidia, toutes ces grosses sociétés américaines qui ont une énorme capitalisation boursière et qui sont dominantes sur leur marché, ce sont en fait des entreprises dans lesquelles vous pouvez investir avec confiance, puisque encore une fois, ce ne sont pas des entreprises qui vont faire faillite du jour au lendemain. Ce sont des entreprises qui ont des business models stables, elles génèrent beaucoup de cash, elles ont des avantages compétitifs énormes sur leurs compétiteurs, elles ont énormément d'argent en réserve qui leur permet justement d'embaucher les meilleurs talents, d'innover en recherche et développement et d'acquérir les potentiels compétiteurs. Donc, par exemple, Nvidia vient d'acheter une compagnie qui s'appelle ARM pour 40 milliards de dollars. J'ai bien dit 40 milliards de dollars. Apple a plus de 200 milliards de dollars de cash en réserve. Microsoft a plus de 100 milliards de dollars en cash. Donc, toutes ces entreprises-là vont rester dominantes par le simple fait qu'elles sont tellement énormes, elles ont tellement d'argent que cela leur permet de toujours garder une longueur d'avance sur la concurrence. Donc, ce sont également des produits à faible risque, au même titre finalement presque que des ETF. L'avantage d'un ETF, c'est qu'il est beaucoup plus diversifié parce que vous avez en un seul produit financier, vous avez pratiquement toutes les entreprises qui sont cotées sur un marché donné. Tandis qu'une action blue chip, vous investissez dans une entreprise individuelle, donc forcément vous êtes exposé au risque que cette entreprise ait quelques contre-performances. Et il arrive effectivement que ces entreprises-là, de temps en temps, affichent un trimestre de résultats décevants ou du moins en deçà des attentes des observateurs et des analystes, mais en fait, à très long terme, ils continuent quand même d'avoir d'excellentes performances. Donc, si vous prenez un horizon d'investissement de 5 à 10 ans, vous ne pouvez pas vous tromper en achetant une compagnie comme Microsoft, Apple, Amazon, Nvidia ou encore Google ou Facebook ou Netflix même. D'accord. Donc, toutes ces compagnies-là, même si encore certaines sont encore considérées comme des compagnies en croissance, comme Netflix que je viens de citer, c'est une compagnie qui est encore en croissance, donc qui se cherche encore un petit peu pour pérenniser son business model, bien qu'elle soit dominante dans le domaine du streaming. Ce sont des entreprises quand même qui sont relativement sûres et qui, sur le très long terme, vont certainement vous garantir des rendements assez intéressants. Mais c'est déjà un peu plus risqué que les ETF, mais on reste dans des actifs avec les dividendes aristocrates, les blue chips, ce sont des compagnies quand même assez sûres dans lesquelles vous pouvez mettre une petite partie de votre capital pour un portefeuille un peu diversifié sans vous exposer à trop de risques. Donc maintenant que nous avons présenté tous ces produits à faible risque, nous allons passer aux produits qu'on va dire qui sont risqués, donc les produits à risque modéré voire élevé. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Nous allons voir les actions, les REIT et les crypto-monnaies. Donc les actions sont indéniablement les actifs en fait, ou la classe d'actifs qui vous assure les meilleurs rendements à long terme. Toutefois, une action, c'est un actif risqué puisque vous êtes exposé en fait à la performance d'une entreprise donnée, contrairement à un ETF qui, elle, est diversifiée puisqu'il y a beaucoup d'entreprises dans le même panier. Donc une entreprise, en fait, elle connaît des hauts et des bas, elle promet des choses, des fois elle arrive à honorer ses promesses et à commercialiser des produits qui ont un énorme succès, qui génèrent énormément d'argent, qui permettent en fait au prix de l'action de flamber et aux investisseurs éventuellement un jour de toucher un dividende. Mais parfois aussi les entreprises, en fait, elles ont des échecs, elles ont des contre-performances. Il y a des entreprises qui font faillite, qui vont à zéro. Et dans ce cas-là, vous perdez tout votre investissement. Donc pour chaque Apple, il y a forcément un Hertz. D'accord. Donc gardez bien à l'esprit qu'une entreprise individuelle comporte une part de risque puisque toute entreprise est soumise au risque en fait, de l'économie en général. D'accord. Donc aucune entreprise n'a des garanties de succès. Alors comment minimiser le risque lorsqu'on achète une action? En faisant ce qu'on appelle de l'analyse fondamentale. L'analyse fondamentale consiste à analyser une entreprise, son business model, ses avantages compétitifs, ses marges, le marché adressable, le secteur dans lequel elle opère et beaucoup d'autres facteurs qui vont permettre de se faire une image d'ensemble de l'entreprise, de son potentiel, de ses performances et de son habilité finalement à générer de la valeur pour les actionnaires. Donc bien entendu, vous pouvez faire l'analyse fondamentale la plus poussée, la plus sophistiquée au monde, mais cela ne garantit en rien que l'entreprise va réussir. C'est simplement un moyen de minimiser son risque avant de commettre son argent dans une action donnée. Donc j'ai dit par exemple, j'ai pris deux exemples, donc il y a Apple qui pendant longtemps c'était une action qui était à peu près stagnante et ça fait vraiment
moins d'une dizaine d'années que l'action commence réellement à flamber et la plupart des gains ont été réalisés, je pense, depuis 2014-2016. C'est là que l'action a vraiment explosé. Donc beaucoup de gens qui, depuis même les années 2000, auraient analysé Apple et savaient que Steve Jobs était un fondateur visionnaire qui faisait des produits extrêmement innovants et qui allait révolutionner le monde des smartphones, des tablettes, des écoutes, enfin des iPods, etc. Enfin toute la gamme de produits, l'écosystème Apple. Cette personne-là aurait dû attendre presque une quinzaine d'années pour que son investissement commence à réellement à devenir intéressant. Et beaucoup de gens en fait se découragent avant d'attendre 15 ans quand même, parce que 15 ans c'est une très longue période à attendre, parce que son argent végète sans réellement prendre de valeur. Donc même l'analyse fondamentale la plus poussée, des gens qui connaissaient, qui savaient que cette entreprise allait être une réussite, ils se sont découragés avant que les gains ont commencé. Et du coup, maintenant, ils regrettent d'avoir vendu avant que ce soit trop tard. Dans d'autres cas, il se peut que les entreprises se mettent à flamber très rapidement. On peut prendre l'exemple par exemple de Tesla. Donc Tesla, effectivement, c'est une entreprise qui est devenue publique il y a quand même quelques temps, mais également, ça fait pas longtemps que cette entreprise commence réellement à flamber. Mais beaucoup de gens y ont cru. Beaucoup de gens ont acheté des actions quand le prix de l'action était encore à moins de $100, à moins de $200, à moins de $300. Et l'action, avant de faire le split récent, était montée à $2500. Donc il y a des gens qui ont fait une analyse fondamentale de cette compagnie. Ils ont compris que cette entreprise est impliquée dans un secteur des énergies renouvelables qui est un secteur d'avenir, que l'entreprise est innovante, que le fondateur a une vision qui réellement peut susciter l'enthousiasme. Eh bien, ils ont investi de manière massive et ça a payé pour ces investisseurs-là. Après, d'autres actions finalement où les gens ont perdu beaucoup d'argent. Donc, par exemple, une compagnie comme Hertz, qui en fait était criblée de dettes depuis un long moment, qui bien qu'ils avaient pratiquement un monopole des voitures de location dans les aéroports, eux et quelques autres sociétés, eh bien, c'est une entreprise qui était en difficulté. Et une fois que l'activité économique s'est arrêtée avec le coronavirus, eh bien, l'entreprise a déclaré faillite. Donc là, peut-être qu'ils vont réussir à obtenir des fonds pour ne pas faire faillite, mais ça va l'air plutôt mal parti. Et beaucoup de gens ont perdu beaucoup d'argent sur cette action-là parce que c'est une action qui n'était pas chère. Les gens se sont dit, bon, allez, on va miser un petit billet dessus. Et bien, finalement, non, l'entreprise a plongé. Et le grand exemple, en fait, où les gens se sont fait avoir on va dire, en investissant trop d'argent, en croyant aux promesses que les entreprises leur faisaient, c'était à la fin des années 90, lorsqu'on a eu la bulle Internet. Toutes les entreprises, vu que l'Internet c'était quelque chose qui était très nouveau à l'époque, tout le monde c'était une sorte de ruée vers l'or pour les actionnaire. Donc tout le monde se disait que toutes les entreprises qui étaient de ce secteur-là, toutes les entreprises qui mettaient .com après le nom de leur compagnie, eh bien, tout le monde pensait qu'ils allaient générer des revenus massifs et énormément de bénéfices. Donc les gens ont acheté énormément d'actions dans ces entreprises-là, sauf que malheureusement, eh bien, ces entreprises n'ont pas réussi à répondre à leurs promesses, ils n'ont jamais généré de bénéfices et beaucoup d'entre elles ont fait faillite. La bulle Internet a éclaté et beaucoup d'actions sont revenues à leur prix, leur réel prix que ça valait, c'est-à-dire presque $0. Et même au jour d'aujourd'hui, il y a encore des entreprises de cette époque-là dont le cours était monté à plus de $1000 qui aujourd'hui ne vaut plus que $5. Donc tous les gens qui ont un peu trop cru, eh bien, ils se retrouvent aujourd'hui avec des sacs d'actions qui sont très lourds et qui valent rien. Tout ça pour dire que les actions, ce sont des produits qui offrent des rendements, qui peuvent offrir des rendements très intéressants, mais qui comportent une part de risque très importante. Donc, je vous conseille de vous intéresser à l'analyse fondamentale. Je ferai des vidéos sur ma chaîne qui parlera de comment faire de l'analyse fondamentale pour analyser une action. Mais si vous êtes vraiment un débutant, il est conseillé de vous focaliser sur les ETF, les actions à dividendes, afin de justement avoir un portefeuille à faible risque, le temps de comprendre comment fonctionnent les marchés et de vous sentir confortable sur comment analyser une entreprise et ensuite vous permettre de commencer à peut-être allouer une petite partie de votre portefeuille à des actifs un peu plus risqués. Le deuxième actif risqué que je souhaite présenter, ce sont ce qu'on appelle des REITs. Donc un REIT, c'est une entreprise qui est spécialisée dans l'immobilier. C'est une entreprise qui va acheter des biens immobiliers qui vont ensuite louer soit à des particuliers, soit à des entreprises. Et donc, en fait, un REIT, c'est une structure juridique, donc ce sont des compagnies la plupart du temps américaines, mais il en existe également en France et en Angleterre et j'imagine dans beaucoup d'autres pays. Mais les REIT américains, qui sont, on va dire, les plus connus, les plus populaires, ils ont la spécificité qu'en fait, ils doivent verser 90% de leurs bénéfices aux actionnaires afin de ne pas payer d'impôts sur les bénéfices, justement. Donc, ce sont des entreprises qui offrent des dividendes en général plus élevés que les dividendes d'aristocrates ou les dividend kings. Donc, beaucoup d'investisseurs aiment investir dans ces actions-là. Et également, c'est un bon moyen d'investir dans l'immobilier sans acheter d'immobilier physique, puisque c'est beaucoup plus facile de vous diversifier en achetant des REIT qui opèrent dans des secteurs différents que d'acheter des biens immobiliers qui sont dans des villes différentes ou dans des quartiers différents, puisque c'est extrêmement onéreux. Donc beaucoup d'investisseurs préfèrent acheter des REIT pour investir dans l'immobilier de cette manière-là. Mais bien évidemment, encore une fois, des rendements élevés viennent également avec des risques élevés. Donc puisque les REIT distribuent 90% de leurs bénéfices en tant qu'actions,
ça les oblige, puisque eux, tout leur intérêt c'est d'acquérir de plus en plus de biens immobiliers pour les louer aux gens, et bien le problème c'est qu'ils sont obligés d'encourir d'énormes dettes pour pouvoir acheter des biens immobiliers. Donc ce sont des entreprises qui ont beaucoup plus de dettes que la moyenne. Alors pourquoi est-ce que cela pose problème? Eh bien les REIT en fait ils sont très dépendants de la santé de l'économie en général, puisque quand l'économie va bien, les locataires payent le loyer, les REIT peuvent rembourser leurs dettes, souscrire plus de dettes et investir, tout va bien. Mais lorsqu'il y a une crise économique, comme c'était le cas en 2008-2009 ou avec le coronavirus, eh bien l'économie va mal, les locataires ne peuvent plus payer leur loyer, les REIT ne peuvent plus rembourser leurs prêts, ne peuvent plus payer leurs dividendes et du coup tout le système s'effondre un petit peu. Ce sont des produits très intéressants mais également qui comportent une part de risque intéressante. Donc tous les REIT ne sont pas créés de manière égale. Il y a certains REIT qui sont extrêmement diversifiés. Une compagnie comme Realty Income Corp fait partie des dividendes aristocrates. Ils payent les dividendes depuis plus de 50 ans. Ils ont augmenté leurs dividendes de manière au moins une fois par an depuis plus de 50 ans. Donc c'est une entreprise qui est très fiable. Même pendant le coronavirus, elle a réussi à honorer ses paiements de dividendes, elle a réussi à collecter la majorité de ses loyers. Donc c'était un REIT qui n'était pas en crise. Mais il y en a d'autres qui sont exposés à des secteurs beaucoup plus sensibles, comme par exemple des salles de sport, des restaurants ou des bureaux. Donc toutes ces compagnies-là qui louent ces locaux-là, et bien avec le coronavirus, ils se sont fait, ça les a durement affectés. Ils n'ont pas réussi à récolter les loyers suffisants pour couvrir toutes leurs dépenses, donc ils ont dû couper les dividendes. Et lorsque les dividendes sont coupés, eh bien, les actionnaires perdent une partie de leurs revenus, notamment les gens retraités qui comptent sur les dividendes pour compléter justement leur retraite. Donc les REIT, c'est un produit, donc je le présente rapidement dans cette vidéo pour que vous puissiez savoir un peu de quoi il s'agit. Je ferai des vidéos plus détaillées sur ce sujet pour vous permettre de comprendre un peu mieux comment fonctionnent ces investissements, les avantages et les risques d'y investir. Mais ce sont des produits très intéressants qui offrent des rendements tout à fait attrayants, mais qui, encore une fois, comportent une part de risque plus élevée que des produits moins risqués comme les ETF ou les actions dividendes aristocrates. Le dernier produit à risque que je vais présenter, ce sont les crypto-monnaies, notamment le plus connu d'entre elles, le Bitcoin. Donc, qu'est-ce que les crypto-monnaies? Les crypto-monnaies, ce sont des monnaies en fait digitales qui sont créées sur des blockchains, donc ce sont des monnaies décentralisées. Okay, donc, pour faire simple, ce sont des monnaies digitales décentralisées qui ne sont pas émises par une autorité centrale. Et à la différence de l'argent physique, comme le dollar américain, le Bitcoin en fait a une quantité en circulation qui est limitée. Donc une quantité de Bitcoin finie, il y a 21 millions de Bitcoin il me semble, et en fait il n'y en aura jamais plus. Donc j'en ai déjà parlé sur mon blog en anglais, hein, j'ai beaucoup écrit déjà sur le Bitcoin, mais sur mon blog en français je n'ai pas encore écrit d'article sur le sujet, mais je le ferai bientôt parce que c'est un actif que je pense que tous les investisseurs devraient allouer une partie de leur portefeuille dans cet actif-là. Donc ceux qui ont une tolérance au risque très faible devraient investir peut-être 1 ou 2% de leur portefeuille dans les crypto-monnaies. Ceux qui ont une tolérance au risque plus élevée peuvent investir jusqu'à 10 ou 20% de leur portefeuille dans les crypto-monnaies parce que c'est un actif, notamment le Bitcoin. Lorsque je parle de crypto-monnaie, je vais être bien clair, je ne parle pas de tous les altcoins, donc tous les coins autres que le Bitcoin. Je parle précisément du Bitcoin et éventuellement l'Ethereum ou le Litecoin. Mais tous les autres coins, à mes yeux, pour l'instant, sont encore hautement spéculatifs et doivent être vraiment achetés et négociés par des gens qui ont une grande expérience des crypto-monnaies, qui s'y connaissent bien et qui ont une tolérance au risque très élevée. Mais pour l'investisseur, on va dire le commun des mortels, il faudrait vraiment se limiter au Bitcoin et à l'Ethereum. Même le Litecoin, c'est quelque chose, bon, vous pouvez ne pas trop y prêter attention. Mais je pense que ce sont des actifs qui sont très intéressants, qui sur le long terme offrent des perspectives de rendement intéressantes parce que justement, ce sont des actifs qui sont plus ou moins anti-inflation, comparés aux monnaies papier, notamment le dollar américain qui est une monnaie qui peut être imprimée à l'infini. Donc en fait, ce qui veut dire que la monnaie peut se dévaluer et un jour mener à l'hyperinflation, ce qui est le pire cauchemar de tous les investisseurs. C'est pourquoi les gens investissent dans l'or et maintenant dans les crypto-monnaies, puisque ce sont des actifs alternatifs qui justement ne sont pas soumis à la même loi, on va dire, de création monétaire infinie. Donc ce sont des actifs qui sont très attrayants pour notamment en plus les jeunes investisseurs d'aujourd'hui, tels que moi ou peut-être vous-même qui regardez. Donc les crypto-monnaies sont des actifs très intéressants. Je ne vais pas trop développer ici parce que j'ai encore d'autres actifs à vous présenter, mais c'est quelque chose auquel il faut vous intéresser, que vous connaissez et vous pouvez allouer une petite partie de votre portefeuille, mais il faut bien entendu que ce soit une petite partie seulement parce que ce sont des actifs qui sont très volatiles, ils peuvent prendre 10-15% dans la journée et reperdre 20% le lendemain. Donc c'est quelque chose, de mon point de vue, c'est un investissement à long terme et ceux qui veulent faire du trading des crypto-monnaies, c'est une activité à haut risque qui est vraiment réservée aux gens qui savent comment s'y prendre.
Mais pour l'investisseur lambda, je pense que c'est une très mauvaise idée de faire du trading de ces choses-là. Donc il faut vous en tenir à investir pour le long terme dans les crypto-monnaies, donc le Bitcoin qui je pense est une bonne idée d'investissement pour la majorité des gens. Enfin, nous allons parler des produits sophistiqués, c'est-à-dire des produits à haut risque. Je vais donc vous parler de 4 produits précis qui sont à très haut risque et qui sont réservés aux investisseurs sophistiqués. La vente à découvert, les options, les warrants et le forex. Allons-y. Donc la vente à découvert, c'est une technique de vente en fait, qui consiste à parier à la baisse sur une action ou sur une matière première ou sur une devise, etc. Ça peut être sur toute une catégorie d'actifs, mais on va dire de manière générale, on va parler ici de parier à la baisse sur une action. Alors comment cela se passe concrètement? Eh bien, je vais vous donner un exemple. Imaginons que Tim, donc moi, je pense que le prix de l'action A est surévalué. Aujourd'hui, il vaut 100 $, mais je pense que la semaine prochaine, le cours va tomber à 50 $. Je souhaite donc tirer profit de cette situation. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais aller voir mon ami Max, qui lui possède une grande quantité d'actions A. Et en fait, lui, il n'est pas préoccupé par le fait que le prix de cette action va baisser, puisque lui, il a une perspective à long terme de cet investissement et il pense que de toute façon, dans 3 ans, le prix aura triplé, donc la baisse à 50 $ ne le concerne pas. Donc, il va me prêter 100 actions A, d'accord, que je vais m'engager à lui rendre au bout d'une semaine, d'accord, une fois que mon pari aura réussi. Donc, une fois que j'ai ces 100 actions A en poche, je vais immédiatement les vendre au prix courant de 100 $ et donc je vais avoir 10 000 $ en poche. J'ai vendu 100 actions A pour 10 000 $. Donc maintenant, j'ai 10 000 $ dans ma poche, mais je dois toujours 100 actions à mon ami Max que je dois lui rendre. Donc comment je vais faire? Je vais attendre que le prix de l'action chute pour acheter des actions moins chères, empocher la différence et rendre les actions que j'ai empruntées à Max. Je vais lui rendre ces actions. Imaginons que tout se passe comme prévu. Au bout de quelques jours, le prix de l'action A chute à 50 $. Je vais racheter, puisque je dois 100 actions à mon ami, je vais acheter 100 actions A à 50 $. Ça va me coûter 5 000 $ et du coup je vais les rendre à mon ami Max et je vais empocher la différence de 5 000 $ dans la poche. Donc j'ai réalisé une plus-value de 5 000 $ puisque le prix de l'action il a baissé. Je l'ai racheté moins cher et je l'ai rendu à mon ami. Imaginons que les choses se passent mal, que le prix de l'action au lieu de baisser à 50 $, il augmente à 150 $. Je vais être obligé de racheter les actions que je dois à mon ami au cours de 150 $. Je vais être obligé d'acheter 100 actions à 150 $, ce qui va me coûter 15 000 $, ce qui veut dire que dans cette opération j'aurais perdu 5 000 $. Ça, la vente à découvert, c'est tout simplement ça. C'est vous empruntez des actions que vous vendez immédiatement au prix du marché. Vous attendez que le prix de l'action baisse et lorsqu'il baisse, vous rachetez des actions moins chères pour les rendre à la personne à qui vous les avez empruntées et vous empochez la différence. Donc en théorie, ça paraît très simple parce que voilà, le prix de l'action baisse, vous empochez la différence, ça paraît simple. Mais en réalité, les marchés financiers sont très volatiles. Et en fait, les paris ne vont pas toujours dans votre sens. Donc le risque, en fait, c'est que le prix de l'action augmente plutôt que de baisser. Et lorsque le prix augmente fortement, plus il augmente, plus ça va vous coûter cher d'acheter des actions pour les rendre à la personne à qui vous les avez empruntées, et plus vous perdez d'argent. Donc il faut toujours garder à l'esprit que la vente à découvert est un mécanisme qui est vraiment réservé aux investisseurs sophistiqués, qui ont une très forte tolérance au risque, qui savent calculer la part de risque et rendement. Donc, c'est déconseillé aux débutants de tenter ce genre d'aventure. Donc, le deuxième produit sophistiqué que je vais présenter, ce sont les options. Les options sont des produits financiers sophistiqués qui permettent à un acheteur d'avoir l'option, mais pas l'obligation, d'acheter un actif sous-jacent à un prix donné avant une date fixée. Une option, c'est un contrat entre un vendeur et un acheteur qui donne à l'acheteur l'option, mais pas l'obligation, d'acheter, c'est ce qu'on appelle un call option, ou de vendre, c'est ce qu'on appelle un put option, un actif sous-jacent à un prix fixé, qu'on appelle le strike price, avant ou à une date fixée à l'avance. Donc l'acheteur d'un call option, parce que quelqu'un parie à la hausse sur une action, cet acheteur gagne de l'argent lorsque le prix de l'actif sous-jacent dépasse le prix déterminé, donc le strike price. Et l'acheteur d'un put option gagne de l'argent lorsque le prix tombe en deçà du strike price. Alors, les call options sont des produits très sophistiqués et très risqués. Ça s'apparente vraiment à de la pure spéculation, puisque vous pariez, par exemple, je vais dire l'action A, je parie qu'elle va atteindre 22 $ d'ici vendredi. Au jour d'aujourd'hui, elle en vaut 20, mais je pense que d'ici vendredi, elle va en valoir 22. J'achète un contrat qui s'appelle un call option, puisque je parie à la hausse sur cette action, et je gagne de l'argent si le prix de l'action dépasse les 22 $ d'ici vendredi. Si le prix de l'action atteint 21,90 $ le vendredi, mon contrat il expire et il ne vaut rien. Donc je perds 100% de ma mise, puisque pour acheter un contrat de call option, il faut payer au souscripteur une certaine somme d'argent pour avoir le droit d'exercer cette option. Donc la personne qui vend les options, elle gagne de l'argent, puisque lorsqu'elle vous vend ce contrat, en fait, vous lui payez
un prix qui s'appelle un premium pour avoir le droit d'acheter ces actions. Donc en fait, c'est un produit qui en général bénéficie plus le vendeur que l'acheteur, mais au cas où l'acheteur voit juste et que le prix de l'actif sous-jacent atteint le niveau désiré, il peut gagner très très gros. C'est des produits qui sont très populaires de nos jours puisque beaucoup de plateformes les proposent, mais gardez à l'esprit que ce sont des produits extrêmement risqués qui sont réservés à une classe d'investisseurs très sophistiquée. Je vais parler ensuite des warrants. Donc les warrants sont très similaires à des actions en fait, puisqu'ils donnent à l'acheteur l'option mais pas l'obligation d'acheter des actions. Sauf que la différence des options, les warrants sont émises par des entreprises et non pas par des particuliers ou des brokers. Donc ce sont des produits qui sont très difficiles à accéder pour le commun des mortels, puisque le plus souvent ils s'échangent sur des marchés secondaires ou des marchés spécialisés. Il faut vraiment traiter avec les entreprises directement. Donc ce sont souvent des investisseurs très sophistiqués qui achètent ce genre de produits. Donc encore une fois, ce sont des produits que je déconseille vivement aux débutants d'essayer d'acheter. Mais voilà, vous pouvez au moins savoir ce que c'est. C'est très similaire à une option, sauf que c'est émis par une entreprise. Et lorsque la personne exerce l'option d'acheter le warrant, donc d'acheter l'actif sous-jacent qui sont des actions de cette entreprise, l'entreprise émet de nouvelles actions, ce qui a un effet de dilution sur l'actionnariat existant. Enfin, je vais parler du Forex, qui également fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux, puisqu'il y a beaucoup de gens qui vous disent que c'est facile de faire du trading de Forex, que vous allez gagner beaucoup d'argent et que finalement il suffit d'implémenter quelques petites techniques simples pour faire des profits faramineux. Mais en réalité, moi je vais vous dire que non, ce n'est pas vrai du tout. Le Forex, c'est donc le marché des devises. Vous pouvez acheter et vendre des devises étrangères pour réaliser des plus-values. Sauf que en réalité, c'est également un moyen d'investissement très risqué. Ce sont des marchés très volatiles. Il faut vraiment connaître l'analyse technique. Il faut y passer beaucoup d'heures d'analyse pour voir comment les charts se présentent, quelles monnaies sont à la hausse, quelles monnaies sont à la baisse. Il faut également faire très attention à l'actualité économique, quel pays est en train d'évaluer sa monnaie, quel pays a une économie en croissance, quel pays a une confiance plus élevée que les autres, etc. Donc c'est vraiment des marchés financiers spécialisés qui sont réservés à des gens qui sont prêts à faire énormément d'analyse. Ce n'est pas du tout au moyen de gagner de l'argent facile. Donc encore une fois, je déconseille aux débutants de se lancer dans le Forex. C'est beaucoup mieux si vous voulez gagner de l'argent sur le long terme d'investir dans des ETF, investir dans des dividendes d'aristocrates, des dividend kings, des actions blue chip et éviter à tout prix tous ces gens, on peut les appeler parfois même des gourous, des faux gourous qui vous disent c'est très facile, joignez-vous, faites ma formation et vous allez devenir riche en tradant le Forex, vous allez pouvoir travailler de chez vous, fini l'emploi au bureau, etc. Méfiez-vous de ça parce que la plupart du temps, vous allez payer pour une formation. Ensuite, vous allez vous lancer dans le Forex, perdre beaucoup d'argent et vous allez être dégoûté à tout jamais, quitter les marchés, puis vous allez dire que c'est une arnaque, alors qu'en fait, ça tout simplement, vous avez été victime quelque part d'une arnaque de gens qui sont assez malhonnêtes et qui profitent de vous. Évitez le marché des Forex pour les débutants, à moins encore une fois, que ce soit une toute petite partie de votre portefeuille, ou alors que vous faites du trading en virtuel sur une plateforme qui vous permet de faire du trading avec de la faux monnaie, le temps de bien comprendre comment ça marche, de devenir confortable avec cette forme de trading. Mais encore une fois, pour les débutants, c'est vivement conseillé de s'en tenir aux produits à faible risque. Merci d'avoir écouté cette vidéo. J'espère que vous aura été utile pour découvrir les différents produits financiers qui existent et lesquels correspondent à votre profil d'investisseur. N'oubliez pas, si vous êtes débutant, tenez-vous-en aux produits les moins risqués. Ne vous aventurez pas à miser des grosses sommes dans des produits sophistiqués que vous ne comprenez pas, tout simplement parce que quelqu'un vous dit que c'est facile, qui va vous montrer comment faire. Prenez le temps d'apprendre par vous-même. Et encore une fois, la tortue l'emporte sur le lièvre. Donc ne voyez pas la bourse comme un casino où vous allez gagner de l'argent rapidement et facilement. Dans la vie, rien n'est facile, il n'y a pas d'argent facile. Tout l'argent se gagne en faisant de l'effort et la patience paye en bourse comme dans beaucoup d'autres domaines de la vie. Donc encore une fois, ne brûlez pas les étapes, prenez le temps d'apprendre, investissez de manière régulière et disciplinée et vous verrez qu'avec le temps, vous allez pouvoir faire fructifier votre épargne de manière très intéressante. Donc merci d'avoir écouté cette vidéo. N'oubliez pas de laisser un like en dessous de la vidéo pour m'aider à battre l'algorithme YouTube. Abonnez-vous à ma chaîne pour être notifié des futures publications. Laissez un commentaire afin de commencer une discussion et qu'on puisse échanger les idées. Consultez mon blog Liberté Finance afin de retrouver cet article en français et beaucoup d'autres articles qui traitent de finance et de finances personnelles. Vous pouvez visiter mon blog en anglais Start Money, dont le lien est dans la description en dessous. Visitez ma chaîne YouTube de Start Money qui est en anglais également. Tout cela est dans la description, je vous laisse aller le découvrir. Et je vous souhaite une excellente semaine, bon investissement à tous et à bientôt.